Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 84 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes donc aujourd'hui le lundi 27 janvier et nous démarrons cet enregistrement à 8h37. Au programme donc ce matin, une petite revue de l'actualité internationale et puis bien sûr un point important sur l'Ukraine et l'évolution du front avec notamment, vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, la chute de Velika Novosilka qui a été annoncée hier matin. Et puis bien sûr un point sur la situation au Proche-Orient par rapport à la mise en route, à la poursuite du cessez-le-feu avec les Palestiniens à Gaza et les ruptures de cessez-le-feu qui pourraient arriver avec le Liban. Affaire à suivre. Alors, avant de commencer par l'actualité internationale elle-même, l'historien que je suis ne peut pas s'empêcher tout d'abord aujourd'hui de se souvenir qu'il y a 80 ans, l'armée rouge libérait le camp d'extermination et de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Je fais cette mention parce que j'ai vu depuis quelques jours sur les réseaux se répandre une espèce de propagande révisionniste absolument abjecte de la part des mêmes d'ailleurs qui sont des soutiens inconditionnels à l'Ukraine, qui font preuve de russophobie la plus rabique et qu'on a vu depuis 3 ans bientôt vomir cette russophobie dans les médias de grand chemin. Alors, comme vous le savez, je fais un petit peu de publicité. Mon ouvrage sur la bataille des Ardennes, je viens de recevoir les exemplaires auteurs, va sortir en librairie le 14 février officiellement. Vous pouvez déjà le précommander, on mettra le lien en description de la vidéo. Et au cours de mes travaux préalables à l'écriture de ce livre, j'ai eu l'insigne honneur de rencontrer des anciens de la 101e Airborne, et notamment Vince Speranza, qui a participé à la bataille de Bastogne, et puis qui a lui aussi participé à la libération d'un camp de concentration, pas d'un camp d'extermination. C'était celui de Kaufering, qui dépendait de la grande structure de Dachau. Et comme on accuse les Russes d'avoir libéré, ou en tout cas d'avoir pénétré dans Auschwitz par hasard, eh bien, Vince Speranza n'a eu de cesse tout au long de la fin de sa vie en tant que témoin de la mémoire de la 101e Airborne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de rappeler comment il était arrivé avec l'ensemble de ses camarades et de sa division par hasard sur le camp de Kaufering. Il raconte ça dans une vidéo, on vous la mettra également en lien, même si elle n'est qu'en anglais, où il explique que c'est l'odeur qui les a fait réagir alors qu'ils étaient dans une forêt de pins, etc., que quelque chose d'inattendu se trouvait face à eux. Hein, et donc là, par contre, bien évidemment, alors ça s'est passé en avril 1945, mais je me doute bien qu'il n'y aura pas un seul idiot utile du système pour venir mettre en accusation les États-Unis, la 101e Airborne ou ce genre de choses, pour dire que eux aussi ont découvert par hasard l'enfer concentrationnaire. Et je rappelle d'ailleurs, on verra si là les petits scribouillards du système ont un peu de courage, que lors de la libération du camp de Dachau lui-même, les soldats américains de la 47e Infantry Division, qui ont été horrifiés par ce qu'ils ont découvert, ont réglé leur compte à une partie des gardiens SS. On estime qu'il y a eu entre 35 et 50 Waffen-SS qui ont été exécutés froidement à ce moment-là. Certains parce qu'au départ, ils voulaient pas se rendre correctement. Et donc voilà, ça a fait l'objet d'une cour martiale aux États-Unis. Ça a été très important comme affaire. Je ne porte aucun jugement moral sur ce qu'ont fait les soldats américains en découvrant ce qu'ils ont découvert. Vous vous en doutez bien. Je rappelle d'ailleurs que Vince Speranza, lui non plus, n'avait pas de problème pour dire qu'à partir du moment où ils avaient découvert Kaufering, lui et sa compagnie, au sein de la 101e Airborne, avaient décidé de ne plus faire de prisonniers allemands, alors que jusqu'alors, ils avaient un certain respect de combattant à combattant à l'égard des soldats de la Wehrmacht, et que ce respect s'est effondré à la découverte de l'horreur de Kaufering. Donc on verra en avril prochain si les petits scribouillards qui salissent la mémoire de l'armée rouge aujourd'hui feront de même avec l'armée américaine. J'en doute fortement. Voilà, je voulais faire cette parenthèse parce que elle me semblait essentielle et qu'elle s'inscrit
quelque part dans tout ce qu'on vit entre nous, les Européens, et la Russie depuis maintenant bientôt 3 ans. Alors, pour revenir à l'actualité internationale elle-même, on a appris donc hier soir la réélection triomphale de Loukachenko en Biélorussie. Il y avait des élections présidentielles, donc il a obtenu un score que je vais qualifier pour être un petit peu taquin de chiracien. Il a atteint quasiment plus de 87% des voix. Il n'y avait aucune forme de suspense autour de sa réélection. Bien évidemment, c'est une démocratie à caractère autoritaire. C'est comme d'autres pays où il y a des coups d'État judiciaires pour liquider les opposants les plus les concurrents, pas les opposants, les opposants et les concurrents à l'élection présidentielle, comme on a pu y assister, nous Français, dans notre pays en 2017. Je renvoie encore une fois aux travaux de Régis de Castelnau sur ces questions. Donc voilà, il y avait aucune surprise particulière. Ça permet bien évidemment, puisque là on n'est pas dans le bon camp, à toutes les petites vierges effarouchées du camp américano-otanesque de hurler en disant voilà, c'est le déni de démocratie, etc. etc. Bon, comme d'habitude, il n'y a pas de surprise. Par contre, quand on annule les élections en Roumanie, là c'est normal, c'est de la faute des Russes, alors qu'on a bien sûr découvert depuis que ça n'était pas le cas. Ensuite, de manière très intéressante et très symbolique, on a vu la politique de Donald Trump à l'égard de l'immigration clandestine se mettre immédiatement en œuvre ces dernières 72 heures. Le premier volet, ça a été le déploiement de soldats du corps des Marines à la frontière avec le Mexique. Alors on parle de 3000 hommes, alors vu la taille de la frontière américano-mexicaine, ça paraît un petit peu léger, ça, pour le moment ça semble être beaucoup de communication plus qu'autre chose. Enfin, ça a permis de faire des belles images, on vous les a partagées sur notre Patreon. Et par contre, de manière là cette fois-ci beaucoup moins spectaculaire et beaucoup plus concrète, on a eu une histoire absolument remarquable et édifiante en termes de réalisme politique. Il y a des avions américains avec l'équivalent des OQTF, donc là c'était des Colombiens qui donc étaient réexpédiés en Colombie parce qu'ils sont indésirables sur le territoire des États-Unis. La Colombie a voulu faire jouer sa souveraineté qui à l'égard des États-Unis est depuis très longtemps très relative, en disant non, nous on les reprend pas, on refuse que l'avion atterrisse et qu'il soit débarqué, etc. Bon, très bien. Trump a décidé immédiatement de relever de 25% les droits de douane avec la Colombie et de refuser toutes les demandes de visa des citoyens colombiens qui voudraient venir aux États-Unis. Et dans la foulée, le président colombien a baissé son froc et a dit non, mais c'est bon, on accepte leur retour. S'il faut, on va même envoyer l'avion présidentiel, les récupérer pour pas que les Américains refassent le trajet. Enfin bref, on a vu le niveau de souveraineté, malheureusement, de l'État colombien à l'égard des États-Unis. Et c'est pas une question de fanfaronner, nous, de ce côté-ci, parce qu'on est guère mieux, vous vous en doutez bien. Mais on voit que si quelqu'un a une volonté politique d'assumer sa souveraineté, comme c'est le cas là avec Donald Trump sur cette question-là, eh bien, ça fonctionne tout de suite. Donc quand on n'arrête pas de vous répéter à longueur d'années, de décennies qu'il faut quitter l'Union européenne, qui nous interdit de faire ce genre de choses à nous Français, c'est pas pour le plaisir de dire qu'on est anti-Union européenne, c'est parce que concrètement, si vous voulez que les OQTF retournent chez eux, parce qu'ils n'ont rien à faire suite à des jugements, etc., sur le territoire national, eh bien, il faut en passer par là, parce que l'Union européenne, avec toutes ces petites règles favorables à l'immigration de masse, eh bien, interdit ce genre de processus. C'est tout. On ferait la même chose avec d'autres États, dont on pourrait d'ailleurs pour certains refuser la venue, pas simplement de leurs citoyens lambda, mais de leurs autorités les politiques les plus importantes qui viennent se faire soigner à peu de frais, voire à zéro frais chez nous. On sait très bien quels sont les cas, que ce soit maghrébins ou dans le Golfe ou ce genre de choses. Eh bien, on pourrait leur dire, messieurs, allez vous faire soigner ailleurs. Pardon. Et puis, on pourrait leur mettre la pression, voilà, sur tous les visas, sur toutes ces choses-là, comme vient de le faire Donald Trump. Les choses, je pense, rentreraient très vite dans l'ordre. Voilà, donc, et alors, dans le même genre de « je suis souverain mais j'ai mes limites »,
on a bien évidemment la poursuite des échanges, maintenant que Trump est arrivé à la Maison-Blanche, entre son administration et le gouvernement danois, où on voit bien que les Danois, eux aussi, sont prêts à baisser culotte, puisque le Premier ministre danois a réuni les grands chefs d'entreprise pour leur dire on va pas céder, donc on va se prendre pareil une hausse des tarifs douaniers de 25-30% en riposte de la part des États-Unis. Alors on va pas lâcher, on va voir sous combien de temps. Par contre, ce qui est toujours très intéressant, c'est de se souvenir des déclarations des Danois, qui dans le concert des pro-OTAN, pro-États-Unis et anti-russes ont été, mais alors les premiers de la classe quasiment pour cracher sur les Russes, cracher sur Moscou, sur la violation de la souveraineté ukrainienne. Là, sur le fait que le grand patron américain veulent violer leur souveraineté, ils sont prêts à dire on n'est pas d'accord, mais c'est tout. Ils vont pas dépêcher, si demain il y a des Marines qui débarquent au Groenland, ils vont pas dépêcher ce qui reste de l'armée danoise pour protéger leur souveraineté là-bas. Et puis surtout, ils vont pas faire tout le bazar médiatique auquel on a assisté pour demander une mobilisation de l'Europe de la défense pour construire un corps expéditionnaire européen pour aller protéger les frontières danoises. On s'en était déjà un peu moqué il y a 3 bulletins de cela, suite aux annonces de Trump. Il faut être clair, les États-Unis feront ce qu'ils veulent avec le Groenland, et personne ne la ramènera. Enfin si, peut-être que des gens la ramèneront dans les médias, mais au niveau des gouvernements, au niveau des postures, on verra bien, à ce moment-là, les masques tomber, comme on vient de le voir pour la Colombie. Le maître américain est le seul maître à bord de ce côté-ci du monde. Voilà, c'était pas la peine de nous faire des grands cours de souveraineté européenne, de défense européenne, parce que la réalité, c'est que vous allez tous la boucler, vous allez tous marcher au pas, et vous allez tous continuer à baisser la tête. C'est tout. Voilà, parce qu'il n'y aura jamais de fédération européenne capable de tenir tête aux États-Unis. La fédération européenne dans laquelle nous nous trouvons, c'est les États-Unis qui l'ont créée de toutes pièces. Je vous renvoie aux travaux notamment de Philippe de Villiers sur cette question et sur de quel héritage historique on parle, à savoir celui des nazis. Donc voilà, les choses sont entendues, mais ça fait du bien de rappeler à tous ceux qui sont venus nous faire des grandes leçons en nous disant que nous étions des traîtres, que ceci, que cela, eh bien que eux sont plus que des traîtres, parce que eux c'est fort avec les faibles et puis faible avec les forts, comme d'habitude. Voilà. Et alors pour terminer sur l'actualité internationale, on signale donc en ce moment, donc en Afrique, en République démocratique du Congo, que les combats sont de plus en plus intenses autour de Goma, donc la capitale du Nord Kivu, entre l'armée congolaise et puis les forces du mouvement séparatiste M23, qui est bien sûr soutenu par le Rwanda de Paul Kagame, le grand ami des anglo-saxons, et que là, la RDC demande à ce que l'ONU prenne des sanctions contre le Rwanda, parce que le M23 ne fonctionne et n'avance que grâce à l'injection par le Rwanda de munitions, peut-être semble-t-il même de combattants. Alors là encore, pour tous ceux qui hurlaient sur la présence avérée ou pas de soldats issus de l'armée russe dans les rangs des républiques séparatistes du Donbass, eh bien là c'est pareil, mais là on les entend moins hurler comme par hasard, parce que bien évidemment Paul Kagame et le Rwanda, c'est le grand copain de Washington dans la région et de Londres, et donc là, museau, on se tait, comme d'habitude. Donc on verra comment les choses vont se passer. Il y a en plus de ça donc un sommet de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui doit avoir lieu, où le président rwandais Tshisekedi doit rencontrer Kagame. On verra ce qui sortira de ce sommet d'ici la fin de la semaine, d'ici le prochain bulletin. Alors maintenant, on va parler donc du premier grand dossier de ce bulletin, à savoir l'Ukraine. Alors avant de passer sur la carte des opérations militaires, on va constater que... Pardon, excusez-moi, comme vous l'entendez peut-être, mais ma voix est un petit peu abîmée depuis hier par les prémices de ce qui pourrait être une angine. J'espère que non. On va croiser les doigts. En Ukraine, on a constaté qu'il y avait encore une autre brigade dans la série des brigades 150 et quelque chose, donc cette fois-ci c'est la 153e, qui avait subi à peu près les mêmes déboires que la 156e Anne de Kiev formée en France.
Là, donc, c'est la 153e qui a été formée en Allemagne dans les mêmes conditions que la brigade Anne de Kiev en France, et qui se retrouve face aux mêmes problèmes de désertion, de départ sans autorisation, de manque d'instruction, de manque de moyens, notamment des drones, et puis bien évidemment de cadres suffisamment expérimentés pour mener tous ces gens-là au feu. Ça nous donne une idée de ce que pourraient être les unités, le niveau des unités que formerait l'armée ukrainienne si demain, alors en plus qu'elle formerait chez elle, si demain elle venait à accepter cette idée d'abaisser la conscription à la tranche 18-25 ans. C'est-à-dire qu'on aurait probablement, alors déjà des gens nous disent oui, il y a un réservoir d'1 million d'hommes et de femmes, parce que ça toucherait tout le monde. Sur ce million qui est annoncé par certains comme étant un chiffre grandiose, on sait que même les experts ukrainiens OSINT disent que la réalité c'est qu'il y en aurait 200 000 qui finiraient sous les drapeaux, parce qu'il y aurait une levée de boucliers, il y aurait des résistances passives ou actives qui se mettraient en place, les parents s'en mêleraient, etc. Notamment, faut pas oublier que dans ces cas-là, vu l'âge moyen des soldats ukrainiens qui sont aujourd'hui sur le front, on aurait des parents, enfin des pères qui sont sur le front et on dirait maintenant il faut mobiliser vos mômes. Je pense que ça provoquerait des problèmes colossaux. Je dis pas que Zelensky, obéissant docilement à ses maîtres, ne le fera pas, mais ça conduira à une accélération de l'effondrement de l'Ukraine. Voilà, des gens me disent non, ça permettrait à l'Ukraine de tenir, etc. Je pense que non. On l'a vu en 1944 avec la mobilisation de la Volkssturm par l'armée, enfin par le Troisième Reich. Ça n'a absolument pas permis d'arrêter ou de freiner correctement, notamment l'armée rouge, quand elle a décidé le 12 janvier 1945 de foncer sur l'Oder depuis la Vistule. Voilà. Et quand ensuite elle a franchi l'Oder pour prendre Berlin, à part augmenter le nombre de morts au sein des forces allemandes, ça n'a rien changé à la donne. Et je pense que ça ne changera rien parce que voilà, on aura peut-être donc 200 000 personnels masculins et féminins à disposition qui seront comme ces gens qui ont pourtant suivi eux une instruction un peu plus aboutie et un peu plus longue. On aura des gens qui n'ont pas envie de se battre, avec des cadres qui peuvent être facilement corruptibles, comme on a pu le voir, parce que le patron de la 155e brigade Anne de Kiev, il est offert, entre guillemets, aujourd'hui. Il a été arrêté parce qu'on le soupçonne d'avoir facilité les difficultés qu'on a pu constater, notamment sur le fait que les types se soient évanouis dans la nature. Donc je pense qu'on aura voilà peut-être ça, avec un équipement très limité, peut-être que chaque bonhomme aura sa calache, et puis c'est tout. Il y aura, donc là on le voit pour la 153e brigade formée en Allemagne, pas d'armes suffisantes, pas de drones en nombre suffisant, pardon. Donc des unités sur le papier, comme celle que manipulait Adolf Hitler dans son quartier général en pensant qu'il avait encore les moyens de remporter la guerre. Donc tout ça inutile, sauf pour encore faire tuer de l'Ukrainien pendant quelques semaines de plus ou quelques mois supplémentaires, tout au plus. Alors, on va parler donc du front. Alors, aujourd'hui, ça va être assez simple, vous le voyez sur la grande carte, tout est centré dans le secteur de Pokrovsk, Andrivka et Novosilka, puisque c'est là que les modifications substantielles de la ligne de front ont eu lieu depuis jeudi dernier. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de combat ailleurs, mais c'est quand même là que se jouent les choses les plus importantes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en marge des combats, on a eu à nouveau des tirs dans la profondeur de la part des Russes et aussi des raids de drones ukrainiens dans la profondeur du territoire russe. On est toujours dans ces échanges. Alors les Russes ciblent tout ça avec des missiles et pas simplement avec des drones. Vous savez, on le rappelle, les Russes envoient des drones pour que ce qui reste de la DCA ukrainienne se réveille, et puis ensuite il y a une salve de missiles pour détruire ce qui est possible de détruire de DCA, et ensuite une cible de missiles, pour détruire les cibles elles-mêmes, cibles militaires ou infrastructures importantes. Alors, les Russes revendiquent d'avoir détruit le quartier général où se trouvent les instructeurs britanniques près de Kiev.
située à Brovary, ville dont on avait beaucoup parlé au moment où les Russes sont entrés en Ukraine en février de 2022. Et donc, il y a eu aussi donc des frappes sur des aérodromes, des hubs logistiques et d'autres centres, semble-t-il, d'hébergement de mercenaires étrangers ou d'instructeurs étrangers. Ça reste à déterminer. Et donc les Ukrainiens, eux, leurs raids ont frappé notamment des installations énergétiques dans la zone de Ryazan. Vous avez une petite carte là en bas à gauche de la carte qui vous montre les points qui ont été visés du côté de Ryazan par les drones ukrainiens. Alors sur le front des opérations, donc on commence par Pokrovsk, où comme vous pouvez le constater, donc les Russes continuent ce dont on a parlé déjà jeudi dernier, à savoir de part et d'autre de la grande agglomération Pokrovsk-Mirnograd, tant donc à droite de la carte qu'à gauche, à chaque extrémité, vous voyez ces pointes qui montent pour couper la route principale qui relie Pokrovsk vers l'ouest à l'oblast de Dnipropetrovsk et puis à l'est vers Konstantinivka. On voit également que tout le long de la ligne de front au sud, les Russes mènent des attaques locales pour, alors premièrement, selon moi, fixer les défenseurs ukrainiens sur place pendant qu'on mène les opérations d'encerclement de part et d'autre, et puis aussi pour réaligner le front correctement par rapport à tel ou tel village, par rapport à tel ou tel avantage lié à la géographie. On n'aime pas avoir des positions qui sont un peu en l'air, donc on mène des attaques pour aligner le front correctement sur différents points géographiques afin de faciliter la défense ou s'en servir comme tremplin pour une attaque suivante. Donc on voit bien que les Russes progressent comme d'habitude, à l'économie avec intelligence. Ils jettent pas leurs forces comme ça, comme on a essayé de nous le faire croire avec les pseudo-nord-coréens qu'on n'a toujours pas vus, avec des vagues humaines ou ce genre de choses. C'est une progression qui se fait toujours avec beaucoup de retenue et d'intelligence, en utilisant la supériorité des feux pour parvenir à ses fins et écraser les positions adverses avant de progresser en terrain découvert notamment. Donc on voit, alors sur le flanc est, donc à droite de la carte, la progression n'a pas été très importante depuis la semaine dernière. On voit du côté, par contre, gauche que donc vous avez le zoom du secteur de Kotliné, où là, les Russes avancent un tout petit peu plus, ils ont franchi la voie de chemin de fer, ils ont pris possession du village, et donc maintenant, ils se dirigent vraisemblablement plein nord pour couper l'autre route principale, qui est la dernière voie majeure d'approvisionnement de la garnison de Pokrovsk et de Mirnograd. Et là, vous le voyez donc tout au sud, en dessous de Kotliné, tout en bas à gauche de la carte, du côté de Novo-Vassilivka, les Russes continuent aussi de progresser vers l'ouest pour aménager plus facilement la base de cette espèce de saillant qui pointe vers le nord, de telle sorte à ce qu'ils dégagent le plus d'espace derrière eux pour installer leur logistique, leur soutien, et que leur flanc ne soit pas menacé par une éventuelle contre-attaque ukrainienne. Voilà ce qu'on peut dire sur la situation à Pokrovsk. Alors ensuite, on descend un tout petit peu plus au sud de Pokrovsk, dans le secteur stratégique d'Andrivka-Constantinopile. Donc vous le voyez sur la carte principale, les combats se déroulent toujours au fond de ce sac où se trouve Dachny. Donc vous avez un petit zoom en haut à droite de la carte sur ce qui se passe à Dachny. C'est exactement comme ce qui se passait à Kurakhove. Les Ukrainiens s'accrochent au terrain, alors que sur leurs arrières, vous voyez comment déjà Andrivka est en partie, là c'est les abords nord-est de la ville qui ont été conquis par les Russes ces dernières 24 heures ou 48 heures. Mais vous voyez qu'il reste plus qu'une seule route, c'était la même que celle qui ravitaillait Kurakhove, qui mène à Oulalkli et puis ensuite à Constantinople, et que cette route est de plus en plus menacée, parce que au sud également, dans le secteur de Zelenivka, là vous avez l'autre zoom sur la partie en haut à gauche de la carte,
on voit que l'armée russe progresse également. Alors, du côté d'Andrivka, cette fois-ci, c'est certain, les routes principales qui mènent vers le nord sont coupées. Celle qui permet d'accéder à Andrivka depuis l'ouest et ensuite de redescendre vers Constantinople ne l'est pas encore, mais c'est à mon avis une question d'heure. Quant à ce qui se passe au sud, on voit que les Russes progressent beaucoup plus lentement dans cette zone-là que dans la zone nord. Alors on verra si d'un seul coup il y a un coup de boutoir qui est donné dans ce secteur, mais une fois de plus, les Ukrainiens sont restés enfermés dans ce sac à feu autour de Dachne, avec malheureusement des conséquences qui risquent d'être tragiques si la route est coupée, parce qu'une fois encore, les gars ne pourront pas se replier, notamment avec leurs véhicules ou avec leur matériel lourd à travers champs. Alors, je sais qu'Alexandre Robert, sur son excellente vidéo d'analyse de la bataille de Kourakove, avait expliqué que la stratégie ukrainienne, en faisant ça, c'était de permettre de gagner du temps pour aménager des réseaux défensifs plus à l'ouest dans la profondeur. On s'est quand même rendu compte que ces réseaux défensifs qui avaient été aménagés restaient très sommaires, que c'était pas des lignes avec des bunkers, avec des tranchées, avec ceci ou cela. On a creusé 3 fossés anti-chars et c'est tout. Sachant qu'un fossé anti-char, s'il n'est pas battu par des armes lourdes pour empêcher son accès, vous arrivez avec des véhicules du génie, vous le comblez en quelques heures et c'est terminé. Et puis vous faites passer à nouveau vos colonnes. Donc tout ça n'a finalement pas pour le moment servi à grand chose. Et là, on risque encore une fois, à Kourakove, certains ont dit, bien évidemment, on n'a pas les chiffres exacts, que déjà la défense de la ville avait coûté 12 000 pertes à l'armée ukrainienne, tués, blessés, morts, disparus, prisonniers. Combien ça va coûter encore de monde de défendre ce secteur-là, de cette manière-là, avec ce risque d'encerclement? C'est absolument phénoménal, et c'est d'autant plus phénoménal, donc on va passer au secteur de Novosilka, tout au sud de la zone, qu'on vient de voir donc la chute en quelques jours. Velika Novosilka a été encerclée depuis plusieurs semaines de manière opérationnelle, et les Russes se sont lancés il y a une semaine dans un assaut en règle, puisque la garnison, semble-t-il, ne voulait pas se rendre et n'avait plus les moyens, c'est ce qu'on avait cessé d'expliquer, d'évacuer. Donc les Russes ont lancé l'assaut. La semaine dernière, c'était vendredi, ils ont coupé la ville en deux en créant donc une poche tout au sud où les gars n'ont jamais pu sortir, et puis une autre au nord. Donc vous le voyez sur la carte qui est en zoom ici sur le côté droit, en bas à droite de la carte, et donc la ville est tombée hier matin comme un fruit mûr. Terminé. Donc on sait qu'on peut voir à nouveau ce genre de choses se produire. Et bien là, sur Dachne, alors à Kourakove, les combats ont été beaucoup plus longs parce que là, il n'y avait pas d'encerclement complet de manière opérationnelle. Donc les Ukrainiens pouvaient quand même envoyer quelques renforts, quelques munitions, mais au bout d'un moment, ils ont été obligés de lâcher. Et alors là, aujourd'hui, c'est encore trop tôt, des gens me posaient la question sur les pertes à Velika Novosilka. On ne sait pas combien d'Ukrainiens ont été donc tués au cours des combats, mais surtout on ne sait pas combien se sont rendus. Ce qu'on sait, c'est que les Russes avaient offert à la garnison, je crois que c'était vendredi, la possibilité de se rendre honorablement après avoir mené la défense de la ville dans des circonstances complètement défavorables. La garnison a refusé, semble-t-il sur décision de son commandant, plus que sur ordre de Kiev. Ça restera le travail des historiens de demain, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, la ville est tombée, les Ukrainiens ont abandonné donc le dernier bastion important sur cette zone de Vremivka, dont on a longtemps parlé pendant des mois, notamment parce que c'était un des points de départ de l'axe secondaire de l'effort ukrainien pendant la contre-offensive de l'été 2023. Donc déjà tout le terrain qui avait été conquis jusqu'à Blagodatne par les Ukrainiens a été reconquis, et puis aujourd'hui cette ville qui est importante en termes de logistique, en termes de nœud logistique pour les Russes, eh bien va leur permettre de développer, parce qu'elle a été pas épargnée par les combats, mais c'est pas Bakhmout, c'est pas un champ de ruines intégral, même s'il y a eu des destructions. Et donc ça va servir aux Russes pour pouvoir lancer leur prochaine phase offensive et renforcer l'axe de Pokrovsk plus au nord. Faut pas l'oublier.
parce que derrière, on le voit, donc vous voyez, il y a une zone autour des villages de Veselé, Skoudné, etc., ville des Polnais, tous les villages qui sont au nord de Vremivka et de Velika Novosilka. Là, les Ukrainiens évacuent la population. Alors on ne sait pas très bien pourquoi, parce que c'est des petits villages, et puis surtout, ce qui risque encore d'arriver, c'est qu'on voit des scènes où la population, qui est russophone, majoritairement dans cette zone, accueille les Russes comme des libérateurs, hein, comme on a pu le voir notamment à Kourakove. On a vu à Kourakove des russophones ukrainiens accueillir l'armée russe en libérateur, et surtout, parmi ces soldats russes, accueillir leurs enfants, qui se battaient dans les troupes de la République populaire de Donetsk depuis plusieurs années, et que les parents attendaient bien sûr comme des libérateurs, et pas que, bien évidemment. Voilà, donc la situation ne cesse, malgré, on le voit, il y a des endroits où la météo a subi un petit coup de redoux, donc on a eu de l'apparition de la boue, ce genre de choses, mais les Russes continuent à leurs mains, à leur rythme, d'avancer, de gagner du terrain, d'occuper des localités stratégiques et de formater le front à leur guise en vue de pouvoir profiter de l'arrivée du printemps si les combats se poursuivent, hein, puisque je rappelle ce qu'on a expliqué, Trump ayant suspendu l'aide militaire à l'Ukraine, donc l'Ukraine vit sur ce qu'elle a reçu. Hein, je le rappelle, des gens me disent, bah oui, mais pourquoi Zelensky se plaint pas de cette suspension? Bah parce que bien évidemment, il y a des stocks qui ont été déployés bien avant le 20 janvier 2025 que Trump prête serment et qu'il fasse son executive order pour mettre un terme à tout ça, enfin suspendre tout ça pour le moment. Donc il y a du stock, mais quand ce stock va être utilisé, et s'il l'est pas déjà, eh bien, si ça se passe dans les 2 ou 3 mois, les 2 mois qui arrivent, eh ben, au bout de 2 mois, il y aura plus rien qui arrivera, il y a plus rien qui arrive des États-Unis, et donc il y aura plus rien dans les stocks. Et c'est pas ce que va livrer l'Union européenne, les pays de l'OTAN dans l'Union européenne, qui va changer la donne. Je rappelle que notre production en Europe d'obus, de toute façon, alors déjà, elle est insuffisante par rapport aux annonces de notre ami Thierry Breton. En plus de ça, le grand problème qu'on a constaté en Ukraine, c'est pas tant le nombre de munitions dont on dispose finalement, c'est l'usure des tubes de l'artillerie de l'OTAN. C'est-à-dire que nous, avec nos Césars, les Allemands avec les Panzerhaubitze 2000, etc., c'est qu'on voit que ces tubes-là ont été faits pour mener des combats d'une intensité assez limitée dans le temps. Hein, c'est-à-dire, alors ça pouvait tirer beaucoup d'obus sur une semaine si c'était nécessaire, mais c'est qu'au bout d'une semaine, et en moyenne, donc on l'avait vu à Mossoul avec l'emploi la première fois où on a employé nos Césars en opération de guerre, les soldats français, les artilleurs qui étaient là-bas disaient, ben voilà, au bout de 2000 coups, on peut plus tirer avec le César, parce que le tube il est foutu. Et donc il faut ramener un autre, ou il faut complètement réparer celui qui est là, etc. Parce que, alors que les 152 mm de fabrication de ex-soviétique, ils vont jusqu'à peut-être 5, 6, 7000 coups avant de s'user de la même manière, parce qu'ils ont été faits de manière beaucoup plus rudimentaire et beaucoup plus rustique. Donc vous pouvez produire beaucoup d'obus aujourd'hui, plus que ce que vous espériez, parce que maintenant, peut-être qu'effectivement, la machine s'étant mise en route, on va peut-être aller plus loin que ce qu'on a fait les années précédentes, et surtout l'année dernière, où on devait faire 1 million d'obus, rappelez-vous. Mais de l'autre côté, on n'a plus de tubes en face. Parce qu'en plus de ça, les pièces elles-mêmes se font... Alors, il y a celles qui sont usées jusqu'à la corde, et puis il y a bien évidemment celles qui sont détruites par les Russes. Donc vous pouvez dire maintenant on a plein d'obus, mais on manque cruellement de pièces d'artillerie. Je rappelle que tous les témoignages qui arrivent du front, c'est de nous dire que grosso modo, les moyens d'importance en artillerie, c'est-à-dire des batteries complètes ou ce genre de choses, qui sont encore disponibles dans l'armée ukrainienne, 90% d'entre eux sont déployés dans le saillant de Soudja, pour tenir ce petit bout de terre russe historique de manière symbolique. Les types le disent à Pokrovsk, ils ont quasiment plus, eux-mêmes c'est carrément les drones qui faisaient office de substitut à l'artillerie. Bon, bah alors l'économie ukrainienne au niveau des infrastructures énergétiques pour produire des drones, elle est capoute, elle est par terre. Donc bientôt il y aura plus de drones ou plus assez de drones qui seront fabriqués en Ukraine, puisque c'était la seule chose que produisait encore l'Ukraine en termes d'industrie d'armement. Comment voulez-vous que ça dure ?
De l'autre côté, on estime aujourd'hui, selon certains observateurs aussi, alors une fois encore, c'est des estimations, mais que la Russie a déjà reçu 6 millions d'obus de 152 et de 122 mm de la Corée du Nord. Plus ce qu'elle produit elle-même, qui est évalué à près de 3 millions d'obus par an. Ben voilà, on est dans tout ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre, à partir du moment où l'industrie a joué un rôle colossal pour armer les alliés occidentaux, français, britanniques et puis ensuite américains, et même à l'époque jusqu'en 1917 les Russes, puisqu'on leur fournissait déjà certaines munitions, alors que l'Allemagne était un foutu de tenir le rythme. Et puis pareil pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre, c'est d'abord deux économies, deux industries, pas seulement deux économies, c'est deux industries qui s'affrontent. Bon, ben voilà, le jeu est plié. L'industrie russe, aidée par les Nord-Coréens, permet de faire beaucoup plus vite que ce que peuvent faire les Ukrainiens ou que ce que peuvent faire les pays de l'OTAN, pour États-Unis inclus, pour les soutenir. Donc c'est plié. Alors bien sûr, vous pouvez toujours dire on va faire tuer des Ukrainiens, hein, ça amuse Madame Nuland et Monsieur Kagan, mais ça ne changera rien à la finalité de tout ça. Voilà ce qu'on peut dire sur le front ukrainien, donc à surveiller ce qui va se passer maintenant que Velika Novosilka est tombé, et est-ce que ça va du coup dégager des moyens, ou est-ce que ça va permettre un coup d'accélérateur dans cette zone? On va surveiller, parce que là où se trouve la zone, donc en bleu un peu plus clair, où les populations ukrainiennes sont évacuées, n'oubliez pas que c'est la zone où se trouve, notamment sur Vilnepolé et Borlatskoye, les défenses, la dernière ligne de défense un peu costaud de l'armée ukrainienne sur les hauteurs qui surplombent Velika Novosilka. Donc à voir. Alors avant de passer au Proche-Orient, au dossier du Proche-Orient, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Là, la dernière vidéo a fait un beau carton. Merci pour le partage, merci pour toutes les questions, les commentaires positifs, les compléments d'informations que vous nous avez apportés. Je rappelle un élément méthodologique très important. Si vous nous apportez une information qu'on n'a pas pu donner dans le bulletin, surtout, donnez-nous vos sources. C'est très important pour l'authenticité de votre participation. C'est-à-dire, si vous nous dites non, vous vous trompez, c'est comme ça que ça se passe, c'est bien. Mais si vous nous dites pourquoi vous affirmez qu'on s'est trompé, on aimerait le savoir, parce que ça nous permet bien évidemment de nous instruire. Hein, c'est ça le plus important. Donc là, on a eu un long débat sur la suspension de l'aide américaine à Israël. Beaucoup nous ont dit non, mais l'aide américaine, elle est suspendue pour tous les pays sauf Israël et l'Égypte. Alors on a dit, les gars, envoyez-nous les liens qu'on puisse vérifier avec vous. Alors on a fini par les trouver, donc on va en reparler tout à l'heure. Mais voilà, si vous avez des informations supplémentaires ou contradictoires, elles sont les bienvenues, hein, vous l'avez compris, on est dans l'échange, mais surtout, donnez-nous les sources qui vous permettent d'affirmer telle ou telle chose. C'est ce qu'il y a de mieux pour que le débat soit enrichi correctement. Merci aussi à tous ceux qui ont compris que pour nous soutenir, le meilleur moyen sur le long terme, c'est de rallier notre Patreon. Je vous le rappelle, un article traduit minimum par jour, des partages de vidéos pour que vous puissiez avoir accès à des choses qu'on ne voit pas forcément, ou qu'on peut pas vous montrer sur... qu'on peut pas vous montrer sur YouTube à cause de la censure. Donc... voilà, c'est 5 € par mois. Alors certains m'ont fait remarquer que vraisemblablement, s'ils payaient par PayPal prenait une commission. On en est désolé, mais elle vient pas dans nos caisses à nous. Soyez-en assurés. Et puis merci à ceux qui préfèrent ponctuellement, faute de moyens, nous faire un don sur PayPal. Ça nous aide également. Et je rappelle, donc aujourd'hui on est le 27. Si ma voix ne s'est pas complètement éteinte d'ici là, mercredi soir 19h30 sur Patreon, on a la petite visioconférence avec les abonnés. Restez au courant sur les réseaux de mon état de santé pour être sûr qu'elle ait lieu. Si elle n'a pas lieu parce que ma voix s'éteindrait, on la fera le mercredi de la semaine prochaine. Ce sera reporté que d'une semaine, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais comme vous le constatez, c'est pas vraiment guilleret ce matin. Même si je prends, ne vous inquiétez pas, tout ce qu'il faut pour me soigner.
Et puis encore un grand merci à tous ceux qui partagent nos autres publications, qui nous aident à notre référencement, hein, parce que comme je ne cesse de le répéter, il n'y a pas que les vidéos YouTube, il y a aussi tout ce qu'on fait sur le blog, sur la chaîne Telegram et sur mon compte X, Tercios del Sol. Alors maintenant, on va passer à la situation donc, au Proche-Orient. Donc, comme vous nous l'aviez indiqué simplement par des affirmations et on a été vérifié, l'aide américaine n'est pas suspendue pour Israël et pour l'Égypte, effectivement. Hein, Donald Trump les a mis à l'écart. Alors d'autres personnes, d'autres personnes nous disaient que ça concernait aussi la Jordanie, mais on n'a pas trouvé de sources qui mentionnaient la Jordanie. Donc si vous les avez en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Donc voilà, ça veut dire que les Américains continuent de soutenir de manière inconditionnelle Israël. Alors est-ce que ça signifie qu'Israël a un blanc-seing pour faire n'importe quoi? Je reste toujours très circonspect par rapport à ça, par rapport à la problématique dans laquelle se trouve Benjamin Netanyahou en interne. Voilà, parce que la situation pour lui devient de plus en plus compliquée. Là, il y a, semble-t-il, j'ai vu ça très tardivement hier soir sur le compte de Charles Anderlin sur X, il semblerait qu'il y a un nouveau problème constitutionnel en Israël entre le président de la Cour suprême et le gouvernement Netanyahou qui peut déboucher sur une crise constitutionnelle grave, dans la même veine que celle qui couvait donc avant le 7 octobre en Israël. Donc il va falloir surveiller ça de très près. On partagera bien évidemment sur Veille Stratégique toute information complémentaire dans les heures qui viennent. Donc Israël, l'Égypte, peut-être la Jordanie ne sont pas concernés par la suspension des aides militaires et financières. De l'autre côté, les États-Unis ont décidé de classer Ansar Allah comme une organisation terroriste. Alors là, on a envie de rire jaune. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, ils ont décidé de nous dire Al-Joulani, le patron de Hayat Tahrir al-Sham, lui n'est plus recherché par le FBI. Alors qu'on a vu à longueur de vidéo des exactions qui étaient encore commises la semaine dernière en Syrie par ses partisans contre qui des Kurdes, qui des Alaouites, qui des chrétiens, ou d'autres minorités qui ne voulaient pas se plier à la nouvelle loi du régime syrien. Bon, donc là, on voit bien comment les États-Unis continuent de soutenir les uns et les autres au gré de leurs intérêts ou de diaboliser les uns et les autres au gré de leurs intérêts. Alors là, Ansar Allah, les États-Unis s'appuient sur le fait que perturbant le trafic maritime en mer Rouge, ils les ont assimilés à des pirates et c'est pour ça qu'ils les classent comme organisation terroriste. Hein, tout ça, c'est bien évidemment des circonvolutions verbales pour désigner le méchant et faciliter ensuite son écrasement, comme on a pu le voir en d'autres occasions. Donc, l'aide est maintenue. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Alors, d'abord, on a eu ces déclarations ambiguës de Donald Trump disant que pour nettoyer Gaza, donc pas faire une purification ethnique, mais déblayer tout ce qui a été détruit, tout rebâtir, éventuellement, il fallait mettre les Palestiniens soit en Égypte, soit en Jordanie. On se doute bien qu'une fois qu'ils y seraient, c'est pas parce qu'on aurait déblayé les ruines de Gaza qu'on les laisserait revenir. Hein, on a très bien compris le sous-entendu. Donc c'est évident que les Palestiniens vont pas accepter ce genre de choses. Hein. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec la carte, les autorités palestiniennes, donc qui dépendent notamment du Hamas, poursuivent le déblaiement des ruines, puisque il faut qu'on puisse installer des camps de réfugiés un peu partout pour que les gens. On a encore eu des gens qui sont morts de froid faute d'abri suffisant. Donc on a aussi le passage du corridor de Netzarim qui lui a été rouvert. Pour que les Palestiniens puissent circuler du sud au nord de l'enclave. Et ensuite, on a eu donc encore une libération d'otages. Et donc là, c'était 4 soldats israéliens, donc des femmes, comme vous le savez, qui ont été libérés et d'abord remis à la Croix-Rouge avant que la Croix-Rouge ne les remette à l'armée israélienne. Alors il faut souligner que, comme d'habitude, donc là, la situation est en train de se stabiliser, même si on a eu des moments de tension
samedi autour de justement la mise en œuvre de la libération des otages israéliens. Netanyahou a commencé à dire oui, le Hamas va pas respecter sa parole, ça va tout remettre en cause. Bon, finalement, hier, ça s'est débloqué. Mais là où se trouve le gros problème, comme depuis 2023, avant le 7 octobre, c'est qu'en Cisjordanie, donc les forces constabulaires israéliennes continuent l'opération qui s'appelle Mur de Fer, et on en est. Alors c'est ça qui est particulier, c'est que ils continuent d'arrêter du monde, et en même temps, il y a 130 prisonniers qui ont été restitués à l'autorité palestinienne dans le cadre du cessez-le-feu entre le Hamas et les autres mouvements de résistance à Gaza et Israël. Donc d'un côté, la police israélienne et l'armée israélienne continuent d'arrêter des Palestiniens de manière tout à fait illégale en Cisjordanie, et de l'autre, il y a des prisonniers qui ont été arrêtés au cours des opérations précédentes qui sont rendus à l'autorité palestinienne dans cette zone. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont tous habitants de Cisjordanie, il y a probablement des gens qui viennent de Gaza mais qui ne sont pas ramenés à Gaza pour le moment, de telle sorte à éviter la résurgence immédiate de certains mouvements, on l'imagine. Voilà. Donc, parallèlement à ça, donc on est dans un cessez-le-feu qui a l'air de tenir à Gaza, on est dans des opérations constabulaires de la police et des forces militaires israéliennes en Cisjordanie, et à côté de ça, eh bien, contrairement à ce qui était prévu, les Israéliens disent pour ce qui concerne la frontière avec le Liban, la zone tampon au sud du Liban, on ne peut pas l'évacuer alors qu'on devait l'évacuer parce que l'armée libanaise n'a pas fait ce qu'elle était censée faire dans l'accord de cessez-le-feu, à savoir sécuriser la zone. L'armée libanaise a bon dos, parce qu'elle n'a pas les moyens bien évidemment de mener ce genre de mission. C'est pour ça qu'on avait déployé des forces de l'ONU pour surveiller la zone et vérifier qu'elle pouvait le faire dans des circonstances un peu plus apaisées. Ça voulait pas dire que c'était à l'ONU de le faire, ça veut dire que l'ONU vérifiait que l'armée libanaise pouvait opérer les opérations de démantèlement et de désarmement du Hezbollah. Bon, et bien là, on a vu que l'armée libanaise, elle n'a pas les moyens, et je pense elle n'a pas non plus l'envie de participer à cette opération avec une détermination franche, etc. Parce que on sait les porosités qu'il peut y avoir au niveau communautaire. Il y a quand même des chiites qui servent dans l'armée libanaise, qui doivent se dire aller désarmer le Hezbollah ou démanteler tel ou tel cache d'armes dans la zone, alors que Israël a violé plusieurs fois le cessez-le-feu par des raids et qu'elle a tout détruit dans la zone, les villages, etc. Je peux comprendre que les officiers libanais soient pas très enclins à appliquer les choses à la lettre. Et donc, comme on pouvait s'y attendre, les États-Unis ont autorisé les Israéliens à rester. C'est ça qui est complètement fou. C'est-à-dire que l'armée israélienne, selon le cessez-le-feu et les accords qu'elle avait signés avec le Liban, garantis par les États-Unis, devait se retirer, mais là, puisque Tsahal considère que le travail n'est pas fait par l'armée libanaise et qu'elle doit elle-même le poursuivre, eh bien, les États-Unis disent, bon bah d'accord. Alors ce matin, j'ai lu, avant de commencer l'enregistrement, que tout ça devait durer jusqu'au 18 février. On verra si cette date est respectée ou si elle est prorogée par encore le fait du prince qui soutient Israël de manière inconditionnelle. Voilà donc, chers amis, ce qu'on pouvait dire sur la situation aujourd'hui au Proche-Orient, qui reste donc, vous le voyez, très tendu, même si on n'est plus dans les destructions et la mort répandue à grande vitesse, comme on l'a constaté tout au long de l'année 2024 notamment. Mais aujourd'hui, il est très difficile de voir le bout du tunnel et la façon dont tout ça va se régler sur le plan politique, puisque nous ne cessons de le dire, tant qu'il n'y aura pas de règlement politique qui donne aux Palestiniens leur juste place, d'abord dans une négociation qui permette à leurs revendications d'aboutir, tout ça, ça recommencera. Alors maintenant, au niveau de la politique intérieure israélienne, va falloir surveiller les déboires dans lesquels se trouve Netanyahou, parce que les signaux sont tous au rouge pour lui, dans les sondages, ils baissent de manière dramatique pour lui et son camp. On sait que l'homogénéité de son gouvernement est de plus en plus fragile,
et que tout ça risque d'exploser d'abord sous le coup des contradictions internes et pas forcément de ce qui se passe à l'extérieur, même si la façon dont les États-Unis se comportent joue un rôle essentiel. On a vu aussi, je le mentionne, que dans l'aide militaire américaine qui reste accessible à Israël, Donald Trump avait laissé environ 200 munitions de bombes planantes qui avaient été bloquées par l'administration Biden être accessibles à Tsahal. On verra, est-ce que c'est pour une nouvelle campagne de bombardement ou est-ce pour tout simplement refaire les stocks qui ont été épuisés par l'ensemble des campagnes que vient de mener Tsahal, que ce soit à Gaza, que ce soit au sud Liban, ou que ce soit même, on en a parlé récemment, avec des frappes monumentales sur la Syrie pour détruire toutes les bases de l'ancienne armée arabe syrienne. Hein. Donc voilà, peut-être que ces 200 bombes-là, c'est pas pour relancer la machine, c'est tout simplement pour que Tsahal ait juste le minimum de munitions, parce qu'elle a peut-être atteint ses stocks. Il faut pas perdre de vue ce genre de considération. Voilà, chers amis, je suis au bout de mon souffle, vous m'en excuserez. Je vous donne rendez-vous jeudi pour le bulletin et le bulletin 85. Je vous dis, pour ceux qui sont abonnés Patreon, restez à l'écoute pour savoir si mercredi soir on a bien notre petite visioconférence, je l'espère. Hein, je vais boire des tonnes d'infusions, etc., du miel et compagnie pour pas que ma gorge me lâche. Mais bon, voilà. En plus, j'ai une crainte monumentale que tout ça dégénère avec la grippe qui court en ce moment. Et donc, si tout ça se passe correctement aussi, je vous retrouve demain soir, comme annoncé, sur GPTV avec Mike Borowski, à partir de 19h, pour parler plus précisément d'une analyse approfondie sur la situation entre Russes et Ukrainiens sur le front. Voilà, donc restez à l'écoute et souhaitez-moi un bon rétablissement. À très vite. Au revoir.